Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Doit durer aussi longtemps que la paix n'est pas retrouvée dans la province de l'Ituri. Mais comme l'état de siège est venu résoudre un problème, il ne faut pas qu'il crée un autre. Par exemple, le problème économique. Nous savons aussi, que nous ne sommes pas dans un état normal. Mais il ne faut pas qu'il nous crée un autre problème. Par exemple, l'économie de la province. Vous savez, nous sommes dans plus on le prolonge, et le pouvoir de contrôle qui est l'Assemblée, qui n'est toujours pas, c'est toujours aveilleuse. Il y a des institutions, par exemple le gouvernement, qui sont toujours aussi aveilleuses. Il y a aussi à l'intérieur des administrations. Par exemple, moi, j'ai toute une administration, fonction publique et autres. Donc l'administration souffre. Donc nous voulons vraiment qu'il y ait un encadrement de l'état de siège, tout en acceptant qu'il soit tiré plus longuement possible et que la solution définitive vienne de l'état de siège. Enfin, Excellence, je termine par une question. Oui, une question sociale, Excellence. Nous avons un cas social. Nous avons perdu un député. Et nous avons, comme je disais, nous sommes aveilleuses. Nous avons perdu un député. Le corps se trouve à la morgue depuis mardi. Cette famille voudrait être honorée par votre présence dans la province de l'Ituri. J'ai dit et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec nos hommages le plus déférents. Je m'appelle Gentil Kanik, le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri. Votre émission ici à province de l'Ituri a l'accès plus sur le problème sécuritaire. Et vous savez bien que la grande majorité de ces groupes armés, ce sont les jeunes. Et nous vous informons que la raison pour ces jeunes d'être là, ce n'est pas seulement être manipulés, mais vous allez vous rendre compte que dans la guerre de 1999 à 2004, ici à Ituri, nous avons perdu beaucoup de choses, beaucoup de cas de morts, les gens ont été tués, massacrés. Mais lors de la pacification avec l'ONU, les plaies de victimes n'étaient pas bien passées, et surtout à la jeunesse, parce qu'il y avait des orphelins qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leurs parents, qui ont grandi avec ce plaies-là, ces blessures, et ils sont restés comme ça. Et voilà la raison pour eux d'intégrer dans ce groupe. C'est peut-être par des règlements de comptes, parce que son papa était mort, mais aussi les autres sont allés dans les groupes armés parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils chôment à la maison, mais aussi les autres certainement parce qu'ils étaient emportés. Ils étaient manipulés avec les objectifs personnels. Et vous allez vous rendre compte que c'est pour cette raison que la jeunesse est plus plongée dans les groupes armés. Et deuxièmement, avec ça, l'avenir de l'Ituri, l'avenir de la jeunesse est tombé par terre. Un adage dit, un pays avec une jeunesse moins instruite, une jeunesse sans conscience, c'est un pays à genoux.
Donc, pour nous, la province de l'Ituri, nous avons un problème sérieux par rapport à l'avenir de la jeunesse. 2. Vous savez, Excellence, la province de l'Ituri, nous sommes en train de constater comme si elle est abandonnée. Elle est oubliée. Même sa jeunesse, elle est oubliée. Comment c'est là? Jusqu'aujourd'hui, comme les problèmes sécuritaires, ce sont les jeunes qui sont plus actifs dedans, mais l'implication de cette jeunesse dans le processus de la paix, ça pose problème. Les jeunes ne sont pas impliqués par le gouvernement ou par les autorités. Et ça aussi, ça pose problème. Un adage dit, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Donc, c'est pour dire que, comme la jeunesse ne retrouve pas son implication, bien qu'elle peut vouloir quitter, bien qu'elle peut vouloir faire du bien pour l'intérêt de son entité, mais elle n'est pas impliquée par l'autorité, elle se sent abandonnée. Vous savez, Excellence, nous, la jeunesse iturienne, nous sommes déterminés, nous sommes engagés pour la paix, nous sommes engagés pour accompagner les autorités. Mais malheureusement, nous ne sommes plus accompagnés, nous ne sommes plus appuyés par les autorités. Il vous souviendra que quand vous étiez passé ici, pour la première fois, non pour la deuxième fois, après avoir été élu, vous êtes parti, vous êtes venu avec certaines promesses que les jeunes ont louées, que les jeunes ont vu leur début de solution. Jusqu'à aujourd'hui, ces promesses-là, nous sommes en train d'attendre, Excellence. Espérons que votre présence ici va nous donner encore de l'espoir et puis saisir cette promesse. C'était d'ouvrir, une entreprise ou un microfinance pour financer les jeunes entrepreneurs en province de l'Ituri. Jusque-là, nous n'avons pas encore bénéficié de ça. Excellence, il y a le projet de DDR et DDRCS qui va bientôt être effectif. Nous vous demandons que ce projet-là, cette mission implique certainement la jeunesse parce que c'est elle qui est plongée dans ce genre de choses. Nous vous demandons, Excellence, que vous puissiez tenir compte sur la jeunesse, de travailler plus sur la jeunesse. Parce que moi je sais que vous avez une vision. Et cette vision-là, la jeunesse a besoin de vous être redevable un jour. Et nous avons besoin que notre province soit pacifiée. Votre présence ici, Excellence, donne encore de l'espoir à la jeunesse iturienne. Parce que nous avons fait beaucoup des actions de la pacification. Même maintenant ici, nous vous informons qu'il y a des projets. Parce que nous ne pouvons plus venir seulement avec la parole, mais aussi on doit venir avec des propositions à votre autorité. Nous avons... Excellence, pour finir, j'ai quelques petites questions. J'ai quelques petites questions, Excellence. Nous sommes sous l'état de siège. Et cette mission a pour l'objectif de poser la paix dans la province de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu. La question est celle-ci. Comme cette mission n'est pas pour tuer les gens, mais pour donner la paix, mais aussi
Cette guerre en Ituri, c'est une guerre asymétrique. Quel jour cet état de siège prendra la fin? Parce que les rebelles ou les groupes armés sont dans la population. Et la stratégie de l'armée pour aussi prendre en compte de leur stratégie, les groupes armés, ça se fait comment et où? Parce que ces gens-là tuent les autres. Ils ont une mission de tuer. Mais l'armée congolaise a une mission de pacifier. Mais ces gens tuent les gens et massacrent. Alors, à quand l'armée prendra des dispositions pratiques pour aussi éradiquer, même tuer aussi ces gens qui tuent les autres? Deuxième question. La jeunesse de l'Ituri est-elle considérée ou pas? Si elle est-elle considérée, nous serons très contents, très confiants encore. Nous allons encore travailler plus pour l'intérêt de notre pays. Troisième, pour finir, Excellence. Si les groupes armés étrangers, si les communautés étrangères constituent des menaces pour la population locale, que faut-il faire? Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici. Mon nom c'est Honorable Pacifique Keita Oupa, ancien vice-gouverneur de la province et gouverneur intérimaire de la province, et ensuite opérateur économique et aussi honorable député provincial. Et pour le moment, c'est sur ma casquette d'opérateur économique que je pourrais peut-être faire passer un peu le message. Comme nous sommes très heureux qu'une bonne partie de votre fer de lance, c'est les infrastructures. Je crois que l'infrastructure nous permettra non seulement de nous développer, mais ça va résoudre aussi le problème sécuritaire. Parce que nous avons vu chez nos voisins en Ouganda, le jour qu'on a asphalté la route qui venait de Arua jusqu'à Kampala, le lendemain, quelque temps après, les LRA ont quitté l'Ouganda pour venir s'installer au Congo. Puisqu'ils ne pouvaient plus faire des embouches, ils ne pouvaient plus attaquer, ils ont dû quitter. Et c'est pour ça, quand on a évoqué cette route, puisque l'année passée, quand nous étions plutôt en 2019, quand nous étions ensemble à Kampala, notre province était inscrite pour l'asphaltage de la route Goli, Mahagi, Komanda. Mais apparemment nous avons été écartés. Nous tenons en tant qu'opérateur économique à ce que cette route soit prise en compte pour que ça permette à ce que nous puissions reprendre. Parce que, comme vous le dites encore, dans le sens des infrastructures, nous avons besoin d'un bon aéroport. Quand j'arrive à Kinshasa, je vois la viande, le pomme de terre vient de l'Afrique du Sud ou bien la viande qui vient du Brésil, au moment où l'Ituri, avant tout, l'Ituri est à caractère agro-pastoral et de la pêche. À l'époque, le Makayabo de l'Ituri allait jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, ça vient d'ailleurs. Mais si jamais on a un bon aéroport, on pourrait avoir des avions à réacteurs qui atterrissent ici, et ces avions, le taux de taxes ou le taux de fret va diminuer. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas d'avions à réacteurs qui atterrissent ici, le fret est autour de $3 à $5. Contrairement à ceux de Goma, où ils sont de 0.8 à 1.2.
Mais par contre, si De jamais quoi? on arrange De cet quoi? C'est quoi les chiffres là? à Goma, ils sont à 0,8, de 0,8 à 1,2. De quoi? Dollars par kilo. Par kilo, oui. Oui, Donc, par kilo. Mais pour nous ici, on est entre 3 dollars et 5 dollars par kilo. Ce qui fait Pour le fret, sac pour les frais, oui. pour Kinshasa, à destination de Pour Kinshasa. destination de Kinshasa. Ce qui fait que les Et haricots, selon vous, c'est à cause de... le fait qu'on n'a pas un bon aéroport, et plutôt l'aéroport n'est pas bien fait, puisqu'on a 1800 mètres. Au lieu, il faut qu'on augmente au moins à 600 mètres et qu'on aménage un peu cet aéroport. On peut avoir des avions à réacteur qui atterrissent ici, puisqu'ils consomment moins de carburant que les avions à hélice qui atterrissent ici. À ce moment-là, ça va diminuer pratiquement le taux, parce que quand vous avez votre sac de haricots que vous voulez envoyer à Kinshasa, il faut payer pratiquement 300 à 500 dollars pour le fret. Et quand vous l'achetez à 40 dollars ici, et à Kinshasa, c'est autour de 180 à 200 dollars, donc on n'est pas compétitif. Ça n'encourage pas. Alors le seul endroit où les haricots ou la viande ou bien les pommes de terre viennent, c'est le Nord Kivu, c'est Goma. Mais et vous allez voir les trafics qu'il y a. Nous ici, on n'a pas cette possibilité et ça nous bloque complètement sur le plan économique. Alors nous tenons beaucoup à ce que on ait un bon aéroport ici et ça permettra à ce que nos activités, et nous avons le billet le plus cher de la République. Pour aller à Kinshasa, il faut 430, 450 dollars. À leur retour, ça vous fait presque 900 dollars à 1000 dollars et ça ne permet pas assez qu'il y ait des activités. Alors c'est pour ça que quand je parle aussi de quoi, des infrastructures, bon, en tant que peut-être je pourrais rentrer avec l'expérience qu'on a eue dans la gestion des affaires. Puisque si on a eu des problèmes, que ce soit à Ndjougou, que ce soit à Irumu, comme le gouverneur militaire l'a décrié depuis tout le temps, il n'y a pas d'infrastructure à Ndjougou et à Irumu. Quand vous arrivez, pas de bureaux, les bureaux sont dans un état qui n'est pas quoi. Donc, quand vous prenez les trois piliers de la gouvernance, que ce soit au niveau de l'administration, vous prenez au niveau de la justice et les services de l'ordre, vous sentez qu'il y a un problème très sérieux. Ndjougou, c'est une zone déjà au départ criminogène. Depuis l'époque coloniale, le Belge avait construit 4 prisons à Ndjougou. Et aujourd'hui, Ndjougou se retrouve sans prison, avec juste un amigo qui est plus excentré du côté de Mungwalu. Et quand vous regardez maintenant la justice, du côté de la pilier justice, vous avez un tripé qui est excentré du côté de Mungwalu. Et quand vous regardez l'étendue de Ndjougou, qui est plus qu'un pays, certains pays africains, vous ne savez pas, les gens n'ont pas accès. Or, une zone déjà criminogène qui n'a pas la justice, qui n'a pas c'est déjà un problème. Au niveau des forces de sécurité, c'est la même chose. On a un seul régiment qui couvre presque 3 territoires, que ce soit Mahagi, Aru et Ndjougou. Et un régiment, c'est presque 1000 militaires pour au moins 6 millions d'âmes, pratiquement les 3 territoires. Ça vous fait presque 6 millions. Alors d'où pratiquement il y a question de voir comment est-ce qu'il faut renforcer un peu cela, et surtout du côté de la justice. La plupart des crimes ou bien des infractions qui sont commises au niveau de Ndjougou ne sont pas au niveau des tripés, sont au niveau des grandes instances. Alors d'où pratiquement il faut qu'on essaie de construire, il faut des infrastructures, que ce soit des tripés et non le parquet et tout on remette l'administration. Parce que le fait qu'il n'y a pas l'administration, vous avez l'administrateur a tendance à être à Bunia et sans qu'il y ait là-dessus, les magistrats, les juges et tout ne savent pas aller s'installer là-bas parce qu'ils n'ont ni bureau, ni habitation et tout le reste. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que tout le projet que vous allez faire, que vous puissiez songer à ce que qu'on mette le point sur l'infrastructure, qu'on puisse reconstruire, et à ce moment-là, ça nous permettra aussi d'avancer, puisque l'après état de siège, il faut bien qu'on puisse avancer, et pour avancer, il faut à ce qu'on restaure l'autorité de l'État, et en restaurant l'autorité d'État, il faut donner l'occasion à ce que les administratifs soient sur place et continuent à travailler, et ça nous permettra à ce que nous puissions avancer puisque, pour rappel, ce qui concerne par exemple l'armée, quand la situation s'est déclenchée, c'était dû d'abord à la situation qu'il y avait du côté du Sud-Soudan. Il y avait la guerre du Sud-Soudan,
Et les autorités militaires avaient préféré aller sécuriser du côté des Sud-Soudan, de la frontière. Ils ont dégarni pratiquement le reste. Ils n'avaient qu'un seul régiment, donc ça n'a pas permis à ce que ça remis. Et les criminels savent que quand il y a un vide, ils peuvent opérer sans pour autant qu'ils puissent avoir un peu de la suite. Et c'est pour ça que nous demanderons à ce que vous puissiez mettre un peu plus d'accent dans cela. Et ça nous permettra à ce que nous puissions avancer. Je vous remercie, Excellence. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ça va? Eli Akilimali, opérateur économique congolais, basé à Bunia, mais surtout à l'Est. Parce que je suis aussi à Goma, à Kalemi, à Bukavu, mais aussi à Kananga. Ah ben. J'évolue dans l'infrastructure, surtout dans l'immobilier. Et ici à Bunia, je suis arrivé juste quand vous avez commencé votre travail. Et j'étais derrière votre mission. J'ai investi à Bunia dans les entrepôts. Parce que j'ai trouvé qu'à Bunia, on avait un problème d'entreposage de vivres, mais aussi des produits pharmaceutiques. Et là, j'ai déjà investi dans 11 dépôts avec une capacité de 1000 tonnes par dépôt. Si je suis arrivé aujourd'hui, c'est pour juste demander, Excellence, pourquoi ici à Ituri, on n'a pas aussi droit au code d'investissement. Parce que quand nous regardons ce que nous sommes en train de faire à Ituri, moi personnellement, à part l'immobilier, je viens d'asphalter plus ou moins 700 mètres de route à mes fonds propres, mais je n'ai rien comme avantage, ni au niveau des impôts, ni à tous les niveaux. Et je me demande, est-ce qu'à Ituri, on n'a pas aussi droit à ces codes d'investissement dont les autres bénéficient dans d'autres provinces? Ma deuxième question, c'est par rapport à la vision que vous avez et que nous sommes obligés de vous accompagner. Je suis en train de faire une étude, je venais de payer une étude sur la voirie dans la voirie de Bunia pour 20 km. Ma vision, c'était de préfinancer l'asphaltage de ces 20 km. Mais quand nous regardons dans notre province, chez qui il faut exposer les dossiers, on a été avec l'ancien gouverneur, mais il nous a envoyé à Kinshasa. Je viens de Kinshasa, j'ai vu les DG de lui aussi m'a renvoyé encore à la province. Alors je suis bloqué, j'ai le projet avec l'OVD, nous avons les études faites, je suis prêt à commencer, mais je ne sais pas comment le remboursement pourra se passer. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, au nom de tous les chefs, nous vous souhaitons d'abord le bienvenu à Ituri. Merci. Votre émission cadre avec l'évaluation d'état de siège. Nous voudrions un peu vous présenter dans quelques lignes la situation sécuritaire du territoire d'Irumu et nous allons bouger aussi en territoire de Njogo. L'état de siège était venu ici quand il n'y avait pas la praticabilité de la route. La RN-V7 était bloquée. La RN, donc dans la route de commande jusqu'à Kisangani aussi, ça ne marchait pas. Il n'y avait qu'une seule débouchée, donc la route de Bunia-Kasenyi qui servait la population de Bunia. Dieu merci, tout en vous remerciant, Excellence, avec l'arrivée de l'état de siège, nous avons vu que toutes ces routes ont été ouvertes. Néanmoins, le territoire d'Irumu est composé de 12 entités. Et dans les 12 entités,
il y avait une seule entité dont je dirige le secteur de Bahema Sud qui n'avait pas connu les désordres ou les attaques. Ça a été une entité qui a servi accueillir les déplacements, dont les événements malheureux donc passés dans une semaine du côté Boga, Tchabi, Tchaboé que nous déplorons. Il y a les cas. Merci, le gouverneur de la province militaire s'est investi personnellement et nous voyons quand même il y a une avancée. Néanmoins, je n'ai pas une question, nous avons seulement un plaidoyer. Excellence, pour renforcer le gouverneur militaire ici, nous avons seulement une seule demande. Il est question de renforcer donc les militaires. Nous avons des noyaux qui sèment un peu la désolation à Ituri. Du côté Ndjougou, il faudrait qu'il y ait une base militaire, donc bourrée des hommes complets, des munitions et vivres pour les militaires ainsi que les soins médicaux. Du côté sud, on pourrait avoir une base militaire implantée à Boga. Et cette base permettrait à ce que notre frontière avec l'Ouganda soit aussi contrôlée pour mettre hors d'état de nuire ces ADF qui sèment la terreur et la désolation dans notre contrée. Donc c'était ça un peu la plus grande préoccupation. Et aussi, nous supplions aussi à votre Excellence que la traque de ces forces négatives puisse continuer en fait d'imposer la paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, puisque c'est ça votre objectif et votre mission qui vous a conduit à mettre sur pied l'état de siège. Et lorsque cette fois la population va écouter, va être en possession de cette paix, je pense que votre avènement sera écrit dans les annales de l'histoire des Ituriens. Et à chaque fois quand nous allons voir cette paix, nous ne manquerons pas, nous Ituriens, chaque fois à penser sur vous. Et c'est ça un peu notre plaidoyer, Excellence, qui peut retenir votre attention. Tout en vous remerciant, que Dieu vous bénisse, Excellence. Amen. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je me prénomme Madame Annie Kiti Mandouzi, je suis la présidente du conseil d'administration de la société minière de Kilomoto. Ouais. Ma question est liée avec deux préoccupations. Je ne vous entends pas très bien. Vous voulez bien retirer le masque, s'il vous plaît. Comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est deux préoccupations que je voudrais exprimer dans le secteur aurifère. La première est en rapport avec la possibilité d'une meilleure organisation d'une brigade minière pour assurer la sécurité dans des concessions, éviter un orpaillage sauvage. Et je pense que cela contribuerait aussi à faire cesser l'alimentation en finance de ces groupes armés qui tirent notamment certaines ressources par l'exploitation de l'or. Alors le deuxième volet que je souhaiterais soulever, c'est en rapport avec la taxation de l'exportation de l'or, qui met la RDC en situation réellement de manque de compétitivité par rapport aux pays voisins. Ce qui explique que nos exportations d'or par les artisanaux, par exemple, passent plus vers le Rwanda et le Rwanda que sortir par les voies officielles que sont une exportation légitime en République démocratique du Congo. Donc il est bon, je pense, qu'on puisse revoir à la baisse le taux de cette taxation pour au moins l'égaler, si pas être un peu en dessous de ce qui est pratiqué en Ouganda et au Rwanda, afin de canaliser cet argent et permettre aussi de contribuer à l'essor de la province. Merci. Merci, madame.
Merci beaucoup pour la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous les hommages les plus déférents. Excellence, vous comprendrez avec nous que je me nomme Agenonga Mirambe Moïse, le représentant des étudiants de la province de l'Ituri. Excellence, vous comprendrez avec nous que la situation sécuritaire impacte dans tous les secteurs. Depuis qu'a commencé l'insécurité dans notre province, il ne cesse de remarquer à chaque fois un taux très élevé de la déperdition au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur, mais aussi au niveau des enseignements secondaires et primaires. Nous saluons ici tous les efforts consentis par votre Excellence pour arriver jusqu'à vouloir résoudre ces situations. Mais jusqu'à aujourd'hui, Excellence, nous n'arrivons pas encore à palper du doigt cette paix. Nous, comme étudiants, nous étions en train d'espérer que l'état de siège pour nous était insali. Et nous étions en train de croire qu'un mois serait trop, ayant confiance dans notre armée. Mais nous sommes stupéfaits jusqu'à présent. Ça perdure tel qu'a présenté les autres qui ont parlé sur l'aspect sécuritaire. Excellence, pour nous étudiants, nous vous supplions d'accélérer ces processus afin de restaurer l'autorité de l'État dans notre province, afin de promouvoir la jeunesse, surtout dans les cadres éducationnels, où ils sont le plus formés. Avec les sécurités, ils seront formés, mais avec des esprits grégaires, ce qui n'aidera pas le pays. Excellence, nous sommes de l'université. À ce point, nous vous présentons ici la situation de nos institutions d'enseignement supérieur de la province, qui parfois nous amène à nous poser certaines questions, de dire que ce sont des institutions réellement créées par l'État ou pas, d'autant plus que les conditions de titre restent à désirer. Nous vous supplierons ainsi qu'il plaise à votre autorité de fouler un jour le sol de nos institutions sur place et voir les situations concrètement telles qu'elles se présentent. Ceci nous amène à poser la question de savoir s'il existe un critère de sélection pour l'amélioration des conditions de titre à travers le pays. Sinon, qu'en est-il des institutions publiques de la province de l'Ituri? Et si oui, nous restons les mains ouvertes pour attendre ces infrastructures qui seront bâties dans notre chère province. Ce marteau-là ici, sur le point de moyens de titres, nous sommes dans une province sinistrée. Nos parents, le plus, ils sont des déplacés et ils n'ont pas une bonne morale pour supporter les frais académiques tels que fixés par le gouvernement. Dans notre province, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, un grand nombre de professeurs sont importés. Je m'avais posé la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement prévoit dans le cadre de la mécanisation du personnel de l'enseignement supérieur universitaire
mais aussi la facilitation dans le cadre des soutiens des corps scientifiques qui poursuivent leur 3e cycle afin de nous permettre d'avoir un grand nombre de professeurs permanents qui ne pourraient pas amener en sorte que ça puisse peser sur nos déjà appauvris par le conflit. Ainsi, ma 3e question s'envers sur la récupération de tous ces licenciés qui sont produits à l'université. Si nous prenons l'aspect sécuritaire, l'a dit le président de la jeunesse, ce sont les jeunes qui sont plus attirés. Mais ces jeunes, ils viennent aussi de l'université et ils partent là comme de vrais idéologues. Ils sont des éclaireurs. Ceci c'est par manque d'embauche. Après les études, ils commencent à traîner les mains. L'oisiveté les emporte. Que prévoit l'État dans ce sens de récupération de tous les licenciés qui sont produits chaque année à travers nos universités? Ce sont mes questions. Je vous remercie. Merci. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, avant toute chose, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé. C'est bien dommage que cet accueil n'ait pas pu être beaucoup plus enthousiaste, j'allais dire au point de vue de la ferveur populaire. Je dis c'est dommage parce que il y a aujourd'hui des restrictions que j'ai moi-même d'ailleurs publiées concernant les rassemblements. Et cela est dû évidemment à cause, comme vous le savez, de la pandémie de Covid qui connaît en ce moment une résurgence dans notre pays et principalement à Kinshasa qui en est l'épicentre. Et tous nos efforts aujourd'hui sont consacrés à limiter la propagation de cette pandémie le plus possible pour qu'elle soit concentrée sur Kinshasa, n'arrive pas jusqu'en province. Les chiffres sont alarmants et vraiment inquiétants. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour vous rappeler la nécessité d'observer les mesures barrières. La situation est grave, elle est très grave même, parce que cette 3e vague que nous connaissons, avec comme principal auteur le fameux virus Delta ou le virus dit indien, est beaucoup plus virulente que les deux vagues précédentes et a une tendance à être, j'allais dire, beaucoup plus dangereux parce qu'il atteint même des gens qui n'ont pas eu de comorbidité connue et c'est très inquiétant. Donc vraiment, le salut pour le moment est dans l'observation des règles barrières et plus tard dans la vaccination aussi à grande échelle. Je crois qu'il est temps que nous dépassions ces considérations dues souvent d'ailleurs à la manipulation et parfois à des craintes, évidemment des questionnements fondés parce que la rapidité, même moi je me suis posé ces questions, la rapidité de la disponibilité de ces vaccins, et aujourd'hui on voit qu'il y en a qui ont été remises en question,
c'est vrai, ça peut poser problème, mais la vaccination reste quand même un des remparts, en plus de l'observation du respect des règles barrières de Covid-19. Donc, je vous remercie et je vous demande en même temps d'être mes porte-parole auprès du reste de la population d'Ituri en général et de Bunia en particulier, où je me trouve en ce moment, pour leur dire vraiment tous mes regrets de ne pas avoir pu les rencontrer au cours d'un meeting populaire qui aurait permis évidemment d'avoir cet échange dans la ferveur. Mais qu'à cela ne tienne, je sais qu'à travers vous et à travers les médias qui sont ici présents, ce que nous allons dire ici sera connu de tout le monde et encore une fois merci pour aider à cela. Alors, pour répondre à toutes vos préoccupations exprimées ici, j'aimerais commencer évidemment par le problème qui nous tient tous à cœur, c'est celui de la sécurité ou de l'insécurité dans la province d'Ituri. Une insécurité qui, comme vous le savez, date de très longtemps et est multiforme et à la fois complexe. Quelqu'un a même parlé de guerre asymétrique et il a raison, c'est vrai. Cette guerre, cette insécurité, cette violence n'a pas de visage, elle n'a pas de nom et cela donne vraiment du pain à moudre, du grain à moudre plutôt à nos forces de sécurité pour pouvoir en découdre. Mais cela ne nous décourage pas pour autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, vous le savez, que nous avons décidé, j'ai décidé d'ordonner l'état de siège dans la province d'Ituri et dans celle du Nord Kivu. Cela tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État que je compte faire respecter, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux et qui, à la longue, aura raison d'eux. C'est pourquoi cet état de siège ne doit pas du tout vous décourager. Au contraire, vous devez l'accompagner, je vous le demande instamment. Faites-le, c'est pour votre intérêt. Pourquoi j'ai décidé d'instituer cet état de siège, que j'espère d'ailleurs le plus court possible? Eh bien tout simplement parce que, on l'a soulevé ici, en plus des problèmes de violence et de particularité de cette violence, il y a aussi la problématique de l'organisation des forces de sécurité, notamment, c'est la principale. Mais à côté de l'armée, il y a la police, il y a les services de renseignement. C'est tout cela qui, à mon sens, et je crois que vous n'allez pas me contredire, ne fonctionnait pas comme il le fallait. Nos populations, nos compatriotes étaient constamment en insécurité, allant jusqu'à perdre leur vie à cause de violences innommables, inhumaines, causées par ces groupes armés, pour diverses raisons. Et à côté de cela, il y avait aussi des conflits communautaires. Conflits très dangereux d'ailleurs qui risquaient d'emmener des événements qui seraient similaires à une sorte de génocide. Et tout cela a fait qu'il fallait qu'on décide. Parce que depuis mon avènement à la tête du pays en 2019, jusqu'à, on va dire,
fin 2020, j'ai observé, j'ai travaillé avec nos forces armées, avec toutes ces institutions, mais je me suis rendu compte que les efforts fournis n'obtenaient quand même pas les résultats escomptés. Et comme je vous l'ai dit, un État ne se décourage pas, un État ne baisse pas pavillon face à des individus, fussent-ils armés ou déterminés à imposer leur banditisme, leur violence. L'État ne plie jamais devant l'adversité. L'État finit toujours par l'emporter parce que l'État, c'est aussi ces gens-là qui fomentent ce genre de coups. Il les régente aussi, l'État, et donc il a vocation à les mater si jamais ils enfreignent la loi. Mais maintenant, cet État doit être organisé. Cet État doit être doté d'outils nécessaires à son action pour imposer la loi. Parce que force doit aller à la loi, à l'État qui représente cette loi. Voilà pourquoi, dans mes réflexions, j'ai pensé, j'espère à juste titre, on le verra, on le saura très bientôt, qu'il fallait militariser l'administration pendant un certain temps, parce que, comme vous le savez, le gouverneur de province, c'est le représentant personnel et direct du chef de l'État dans la province qu'il administre. Et donc, c'était important d'avoir un militaire à la tête de cette province pour régler principalement le problème sécuritaire. Et à travers ce responsable militaire, ces responsables, parce que son adjoint, il est policier, donc en même temps, il réglera aussi les problèmes de police, donc, bref, les problèmes de sécurité. À travers eux, je compte obtenir ce que je n'ai pas pu obtenir jusqu'ici, comme je vous l'expliquais, en fonctionnant comme les institutions ont toujours fonctionné, même avant que je n'arrive aux affaires. Donc je me dis, cette exception va peut-être me permettre d'avoir directement un œil sur ce qui se passe réellement en Ituri et dans le Nord Kivu. Et je peux dire avec satisfaction, à la suite de, je crois, le représentant des chefs coutumiers, qu'il y a déjà des points positifs, notamment la sécurité assurée sur la RN 27, qui aujourd'hui est rentable même par les paisibles citoyens. Il ne faut pas nécessairement être armé jusqu'aux dents pour fréquenter ce tronçon. Donc c'est déjà des points positifs. Mais je vous ai dit que la situation est complexe et elle dure depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas en un mois d'état de siège que l'on va tout régler. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, mais surtout soyez patients. C'est un travail de longue haleine qui doit se faire, minutieux et méticuleux, parce qu'il faut détricoter tout ce qui s'est fait ici pendant une vingtaine d'années, qui a pris corps, qui a pris racine, et qui est devenu un système. On ne déboulonne pas un système du jour au lendemain. J'en sais quelque chose. Donc, prenez patience. Tout ce que je veux vous dire, je suis avec vous. Le gouvernement que je chapeaute, dirigé par un Premier ministre jeune et dynamique, est avec vous. Nous n'allons pas vous abandonner. Vous faites partie du corps de la République démocratique du Congo. Et comparez-le à un corps humain lorsqu'il est amputé d'un membre
eh bien, le corps tout entier est malade. Donc, ne vous croyez pas abandonnés. Même si nous vivons à des milliers de kilomètres d'ici, à Kinshasa, nous souffrons énormément de ce qui se passe ici. Et je l'ai dit à nos compatriotes de Béni, que je ne serai pas fier de mon mandat. Je ne considérerai pas que mon mandat est réussi si je ne règle pas définitivement les problèmes de sécurité qui touchent à ces deux provinces. Mais également d'autres aussi, provinces dans une moindre mesure. Donc ma détermination est sans faille. Et chaque jour, parce que j'en ai assez d'entendre parler de cette violence et surtout de la mort d'innocents, de pauvres gens qui ne demandaient qu'à faire leur travail, d'aller au champ, d'aller à leurs activités commerciales, d'aller à l'école pour les étudiants, les écoliers. Et ôter la vie comme ça pour rien, parce qu'on se prend pour un surhomme, parce qu'on croit que ses propres problèmes sont plus importants que les problèmes des autres, qu'on est le seul à souffrir, à être frustré, et donc il faut porter la mort, la désolation. Non, ça c'est... Non, pas dans un état que je veux, moi, que je conçois, non, pas du tout. Je ne l'accepterai jamais. Et ma détermination va toujours crescendo jusqu'au moment où nous y arriverons. Alors qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que vous devez le savoir. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Voilà pourquoi ça peut prendre un petit temps, mais vous devez accompagner vos autorités qui gèrent cet état d'urgence. Accompagnez-nous, nous devons nous sentir soutenus. Je ne dis pas que vous devez applaudir à tout rompre et sans cesse, non. J'ai d'ailleurs apprécié que certains rappellent qu'il y a état d'urgence, état de siège, pardon, mais qu'on pensait que les droits et libertés allaient s'améliorer ou être garantis. Eh bien non, au contraire, là, ça continue. Le gouverneur militaire qui est là, il m'entend. On ne doit plus violer les droits et les libertés des citoyens. L'état de siège, ce n'est pas fait pour ça. Vous devez veiller à cela. Vraiment, j'insiste, vous devez veiller à cela. L'état de siège est venu pour protéger les citoyens. On ne peut pas, en temps d'état de siège, apprendre que, voilà, les violences policières ou militaires continuent sur les individus. Même si on surprend un individu
en dehors de son domicile, sur la voie publique par exemple, à l'heure où le couvre-feu normalement doit être observé, on n'a pas à lui appliquer une violence. On peut faire comme à Kinshasa, je le vois par exemple, on le garde quelque part jusqu'au jour, à l'heure où l'état de siège, le couvre-feu se termine, et on le libère, il rentre chez lui. Si on estime qu'il a... Mais on n'a pas frappé, on n'a pas violenté, on n'a pas à dépouiller, non. Ça, vous devez veiller, monsieur le gouverneur, à ce que cela n'arrive pas. Parce qu'il y va aussi de votre intérêt, de la réussite de cet état de siège. La population doit nous accompagner. Si elle a l'impression que avant état de siège, après état de siège plutôt, ou pendant état de siège est égal à avant état de siège, mais nos efforts alors sont complètement inutiles, sont vains, parce qu'à ce moment-là, on n'aura rien fait. Nous avons besoin de l'accompagnement de la population. Pourquoi? Mais d'abord pour dénoncer ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire donner votre appréciation de cet état de siège, mais également de nous aider à appréhender tous ces réseaux mafieux qui minent la sécurité, la stabilité de cette province et de ses citoyens. Vous devez nous aider, parce que beaucoup d'entre vous sûrement ont entendu des choses ou savent des choses, mais dénoncez-les. Je sais qu'en ce moment, il y a une sorte de méfiance, et ce n'est pas qu'en Ituri, je l'ai compris, dans toute la République démocratique du Congo. Je suis congolais, j'ai vu notre population d'année en année retirer sa confiance dans les institutions. C'est une réalité. Mais moi, mon travail, c'est, depuis que je suis là, c'est de regagner cette sympathie perdue dans les cœurs de nos compatriotes, de redonner confiance de l'État dans le chef de nos compatriotes. Aujourd'hui, vous pouvez demander à 10 Congolais, 10 jeunes Congolais qui viennent de finir leurs études ou qui sont encore dans leurs études, vous pouvez leur proposer d'aller continuer à l'étranger ou de rester au Congo, même s'ils n'ont aucun débouché à l'étranger de sûr, de prévu. Je suis sûr que tous les 10, ou en tout cas 9 sur 10, vont choisir d'aller à l'étranger. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus confiance en l'État congolais, en son propre pays. Et vous savez ce qui se passe maintenant comme conséquence, quand on n'a plus confiance dans son État, dans ses autorités, eh bien, et on tue tout esprit patriotique, on trahit ce pays, et on déteste son compatriote le Congolais. Voilà pourquoi depuis le début de mon mandat, j'ai dit, je vais restaurer l'amour du Congo et du Congolais pour le Congolais. C'est très important. Mais c'est vrai, je le demande à mes compatriotes, mais nous aussi, autorités, nous devons leur donner ces canaux, ces possibilités d'aimer ce pays et d'aimer leurs compatriotes. Et c'est pour ça que je veux d'un État qui soit à l'écoute de ses concitoyens et surtout, pas seulement écouter, mais qui soit aussi capable de répondre à leurs préoccupations. Voilà pourquoi vous devez soutenir cet état de siège, soutenir vos nouvelles autorités et établir un contact avec elles, ne pas les regarder en disant « bon, ils nous ont amené la solution, on va les juger sur pièce ». Non, ça ne marchera pas. Accompagnez-les, investissons-nous tous, impliquons-nous tous. De cette manière-là, nous ferons avancer la machine. Et je sais que c'est difficile, mais qui sont ces bandits-là pour nous dominer tous comme ça? Quelqu'un a parlé ici de, je pense, 6 millions d'âmes en Ituri. Mais ces bandits, c'est même pas 100 000 personnes. Mais comment ces individus peuvent tuer 6 millions de personnes avec une partie de l'armée et de la police? Mais alors, qui sommes-nous, nous sommes des gens, des bras cassés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Donc,
faisons confiance à nos autorités, liguons-nous tous derrière elles et, comme un seul homme, déterminés, dénonçons ces gens, luttons contre ces choses-là. Vous savez, moi, je crois qu'avec la détermination, on peut arriver à... Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.